Aujourd'hui, je reçois une femme qui accompagne les autres là où elle-même a dû apprendre à se retrouver. Angel est coach en transition de vie et en réalignement identitaire. Elle a fondé The Evo Mind pour guider les femmes à travers des moments flous, puissants et souvent silencieux, où tout bascule à l'intérieur sans que rien ne se voie à l'extérieur. Expatriation, maternité, burn-out, reconversion, son parcours est une succession de transformations qui l'ont amenée à se poser une seule question essentielle: comment revient-on à soi quand on s'est perdu en chemin? Dans cet épisode, on parle de crise intérieure, d'alignement, de conditionnement et de cette force qu'on découvre quand on ose enfin s'écouter. Bienvenue dans une conversation aussi vraie que nécessaire avec Angel. Bonjour Angel. Salut Sarah. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Franchement, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et de me donner cette opportunité d'échanger et de pouvoir parler un petit peu plus de peut-être mon parcours et voilà. Alors justement, sur ce parcours, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Moi c'est Angel, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Je le précise parce que je pense que c'est important aussi pour peut-être les personnes qui nous écouteront, les femmes qui écouteront, de savoir aussi que j'ai vécu la maternité, je la vis encore aujourd'hui. Je suis ancienne analyste et depuis du coup quelques années maintenant coach en développement personnel. Et j'accompagne les femmes qui vivent ces transitions de vie, ces grands moments de vie de basculement. Et voilà. Quand tu étais petite, Ouais. quel était ton rêve? C'est une belle question, ça. Quand j'étais petite, en fait, j'avais 2 rêves qui, comme ça, sont peut-être un petit peu paradoxaux. J'avais très envie d'être danseuse professionnelle. Je faisais de la danse, j'aimais ça. Il y a une part de moi peut-être qui rêvait un petit peu d'être une artiste. Et de l'autre côté, en grandissant, mais en restant quand même, peut-être vers 10 ans, je pense, j'avais très envie de devenir avocate. Et c'était vraiment un rêve pour moi. Et quel genre d'enfant t'étais? Comment tu te décrirais? J'étais une enfant, je dirais, discrète, je pense. D'ailleurs, avec du recul, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Beaucoup dans l'observation. Une enfant un peu, que j'aimais beaucoup être au milieu des adultes, écouter les conversations, observer, comprendre un peu ce qui se passait, tu vois. Je pense que j'étais ce genre d'enfant. Quelle éducation t'as reçue? Quelle croyance t'accompagne issue de l'enfance, t'accompagne encore aujourd'hui? Au niveau de l'éducation, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que mes parents, ils nous ont laissé énormément de liberté. Donc j'ai pas du tout reçu une éducation stricte. Franchement, c'était une éducation, mes parents, ils nous ont toujours fait beaucoup confiance. Donc il y avait une forme de liberté dans ça, où franchement, très libre. Bon, après, c'est un peu particulier, j'ai des parents qui travaillaient de nuit, donc on était très souvent à la maison le soir seul, tu vois. Et là où ils auraient pu être très stricts, au contraire, ils nous faisaient énormément confiance dans ce qu'on faisait chez nous. Donc il y a eu ce côté-là. Et de l'autre côté, une croyance que j'ai héritée, c'est de ne pas les décevoir peut-être. Et donc, je me mettais quand même beaucoup de pression à essayer de les rendre fiers. Tu vois, j'avais une envie de rendre mes parents fiers et donc de ne pas faire trop de bruit, de bien faire les choses, d'être une bonne élève, de ne pas leur faire de problème, tu vois. Donc ça, c'est un des conditionnements, parce que c'était ma question suivante. Justement, quelles injonctions, quels conditionnements, quelles croyances limitantes tu penses avoir hérité, justement, cette enfance? Du coup, ça, forcément, il y a quelque chose autour de ça. Ça m'a rendue très perfectionniste, du coup. Quelque chose aussi autour du travail. Parce que en fait j'avais peur de décevoir mes parents, mais après à l'âge adulte ça s'est transposé dans la peur finalement de décevoir mes patrons, etc. Donc comme eux, ça veut dire aller au travail même quand t'es malade, que t'es pas bien, tu vois. Par exemple, une fois maman, quand mes enfants étaient pas bien, cette difficulté à dire aujourd'hui je peux pas travailler, tu vois, ça veut dire que pour moi l'étape de dire à mes patrons aujourd'hui je peux pas travailler, mon enfant est malade, c'était vraiment le dernier recours. Genre d'abord, j'avais toujours trouvé une solution pour que quelqu'un s'occupe de mes enfants, tu vois. Donc toujours cette peur de pas décevoir qui m'a fait être ultra perfectionniste et du coup aussi être
plutôt dans le contrôle, je pense, d'une certaine façon, avoir une difficulté à lâcher prise, très exigeante envers moi-même, très dans le jugement, tu vois. Ouais. Et du coup, dans ton parcours, c'est quoi l'ancrage le plus fort, culturel ou émotionnel, que tu considères avoir? C'est une question super intéressante. Un ancrage fort, c'est peut-être finalement le fait que mes parents aient comme ça cette confiance en moi. Ça m'a donné en quelque sorte une forme de confiance en mes capacités. C'est-à-dire que autant j'estime pas avoir une très grande confiance en moi, mais avec du recul, je me dis que j'étais capable de prendre des décisions et faire des choix à des moments de vie où peut-être d'autres auraient pas osé. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui... Ouais, une forme, tu vois, ça m'a donné une forme, je pense, d'ancrage intérieur. Que quand je sais que quelque chose est juste pour moi, je peux me faire confiance, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi lié à l'éducation que j'ai eue. Même s'il y a eu du conditionnement, parce qu'on est tous conditionnés par ses parents, son environnement, l'école et tout, j'en ai eu comme tout le monde. Mais le fait qu'il me fasse confiance et qu'il me donne cette forme de liberté, ça m'a permis d'aller trouver une ressource en moi qui a beaucoup de valeur aujourd'hui. Tu savais que tu pouvais le faire. En tout cas, que la ressource, elle existait en toi. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, exactement. Enfin, je me dis, ouais, j'ai pris des décisions, j'ai changé de vie, j'ai fait des choses qui... Je sais pas, en fait, si... Parfois, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai eu le courage de le faire? Mais en fait, ça m'a donné cette force-là à l'intérieur, tu vois. Comme si mes parents, en fait, ils ont jamais été trop à donner un avis. Enfin, évidemment que parfois, oui, il y a des moments dans ma vie où ils sont venus, ils ont donné un avis sur certaines choses, mais il y a quand même eu toujours ce truc de ok, si tu penses que c'est juste pour toi, on te fait confiance. Et donc, ça a été un ancrage fort, je pense, quand même. Ça t'a permis d'apprendre quand même à t'écouter? Ouais, carrément. Même si, avec du recul, je me suis parfois posé cette question de me dire les choix que j'ai faits, est-ce que je les ai faits pour moi ou pour prouver, etc. Évidemment que j'ai fait plein de choix, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais je pense que tous les choix que j'ai faits, ils partaient quand même malgré tout de moi. Genre, j'ai jamais eu l'impression de subir ma vie, mais toujours d'en être l'actrice en quelque sorte, sauf à certains moments de ma vie, peut-être dont on parlera un petit peu plus tard. L'ALIA, c'est un des choix que tu as fait étant très jeune. L'ALIA, ça a souvent un lien avec la spiritualité. On ne fait jamais ce choix-là alors qu'il n'y a aucun lien qui existe avec la spiritualité. Quel lien, toi, tu as aujourd'hui avec cet héritage? C'est une très belle question aussi. Merci de me la poser. Du coup, donc, il y a 10 ans, j'ai fait l'ALIA, mais il se trouve qu'au moment où je l'ai faite, j'avoue que la raison première, c'était pas forcément justement une question spirituelle, mais plutôt une question de peur que je ressentais à ce moment-là de ma vie. Donc j'avais 22 ans, j'étais en train de terminer mes études, la question se posait de quelle allait être la prochaine étape. Et en fait, on s'est dit, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà donc, avec celui qui est mon mari aujourd'hui, de se dire, on ne se voit pas rester en France forcément à ce moment-là. Et donc, l'appel que j'ai ressenti, c'était celui de faire ma LIA, d'aller en Israël. Et pourtant, il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout grandi dans un environnement où on m'a parlé d'Israël, pas du tout. Je suis dans une famille qui a été très laïque, disons. La religion, elle n'a jamais eu beaucoup de place. Israël non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert par moi-même. J'ai toujours une connexion très forte à quelque chose de plus grand que moi, depuis toute petite. Ça veut dire que j'étais pas dans une famille du tout... on priait pas, on faisait pas les fêtes. J'ai tardivement même compris que j'étais juive, pour te dire, tellement on n'en parlait pas en fait. Tu vois, j'étais dans une école publique, enfin, tu vois, j'étais toujours mélangée, etc. Mais j'ai toujours ressenti cette connexion à un truc plus grand que moi. Donc petite, je priais, tu vois, je faisais mes petites prières. Et donc, quand on a pris la décision de faire la LIA, c'était pas forcément pour quelque chose de spirituel, mais malgré tout, c'est vrai que ça l'a quand même un petit peu guidée parce que j'aurais pu partir dans un autre pays, c'est là-bas que j'ai voulu aller. Donc je pense que malgré tout, j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose, bien qu'au final, c'est pas forcément ce qui s'est passé dans mon expérience là-bas, mais aujourd'hui en tout cas, la spiritualité, c'est quelque chose... Je suis pas quelqu'un du tout de pratiquante, mais je suis quelqu'un de très connecté spirituellement. Genre, je crois que on est là parce que
notre âme, elle a décidé de s'incarner dans cette vie-là, elle a des choses à réparer. Je crois que tout arrive pour une raison, qu'il y a toujours un sens derrière les choses. La vie, en plus, me l'a prouvé chaque décision que j'ai prise. Je sais pas, à chaque fois, je me suis dit, waouh, en fait, je comprends maintenant pourquoi les choses se sont passées comme ça. Même dans la difficulté, j'ai toujours compris pourquoi il y avait de la difficulté là. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose hyper important. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je l'oublie, la vie me le rappelle. Donc tu te sens accompagnée finalement. Ouais, mais ouais, je me sens accompagnée, mais aujourd'hui, je sens que je dois quand même ancrer encore plus ça. Autant, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de cet ancrage que j'ai en moi, dans cette confiance que je peux me faire parfois dans les décisions que je vais prendre, autant celle de pas oublier que tout arrive pour une raison. J'avoue que je suis encore en chemin sur ça. C'est pas quelque chose, c'est pas une certitude que j'ai constamment et j'ai besoin de la renforcer encore. Donc tu arrives en Israël. Comment tu fais pour te reconstruire? Parce que c'est comme, faut tout recommencer si tu veux, loin de tes repères et de tes ancrages justement que tu avais jusqu'ici. Eh ben écoute, à ce moment-là finalement, c'est pas ça le plus difficile au moment où je pars. Presque même, je le vois, j'avoue, un peu comme un échappatoire aussi. Et je pense que c'est quelque chose dont on parle pas assez. Que très souvent aussi, quand on part vivre à l'étranger, il y a une part de soi qui a envie de fuir quelque chose. Et à ce moment-là, j'étais aussi dans une forme de fuite. Donc j'y allais en me disant, je vais retrouver une forme de libération. Et en fait, je devais tout reconstruire, mais en même temps, j'avais pas encore construit grand-chose dans ma vie parce que j'avais 22 ans, je vivais encore chez mes parents. Donc au moment où je suis partie, c'était comme si je commençais à construire ma vie. Donc en fait, c'était la première fois du coup que j'allais vivre avec mon copain, que j'allais trouver mon premier vrai travail. Mais en fait, c'était pas, franchement, à ce moment-là, c'était pas très difficile. La construction dans ce sens n'était pas très difficile par rapport à quand je suis revenue en France ensuite et que j'ai dû reconstruire. Donc c'était plus comme une opportunité finalement de bâtir ce qui te ressemblait le plus. Finalement. Exactement, je l'ai vu comme une opportunité. Je me suis dit en fait, j'avais tellement l'impression de quitter une vie ici qui me correspondait pas. Pour moi, ça allait forcément être mieux. Donc en fait, j'y allais vraiment dans cette énergie de tout va être trop bien, tu vas faire des nouvelles rencontres, tu vas t'épanouir, tu vas être loin peut-être d'un certain jugement que tu as pu ressentir. C'était une forme de presque permission de pouvoir enfin être moi-même, tu vois. Donc franchement, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu comme un truc de fou, genre une opportunité incroyable. Et est-ce que tu as réussi à être toi-même là-bas? Qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi-même d'être ailleurs? Eh ben, ça m'a révélé que, au départ, oui. Mais en fait, que là aussi, je pense qu'il y a une fausse croyance. Ça veut dire celle de parce que tu pars, tu deviens plus toi. Et en fait, oui, j'ai été plus moi par rapport à certaines choses, mais je suis retombée dans un nouveau conditionnement en fait. J'ai rencontré des nouvelles personnes qui m'ont fait toucher à des nouvelles choses. Je disais, moi par exemple, j'ai pas grandi dans une famille où la religion était très présente, mais en allant là-bas, forcément, la religion est devenue un petit peu plus présente. Et là, j'ai senti aussi une forme un peu de, je dois me conformer, des nouveaux codes en fait. Donc tu penses quitter des codes et d'un coup te libérer, mais tu te réenfermes à nouveau en fait. Dans de nouvelles injonctions finalement. Forcément. Qui appartiennent à l'endroit où tu te trouves. Exactement. Et ça, je l'avais pas forcément anticipé. Donc, ça a été aussi un apprentissage. Forcément, de la même façon que quand j'ai commencé à travailler là-bas, il y a des nouvelles aussi injonctions liées à ça. En fait, leur vision même à eux du travail, enfin de tout, finalement, juste tu déconstruis ce qui a été toi jusqu'à présent. Tu te reconstruis, certes, donc tu te transformes, il y a de la transformation là-dedans. Mais à un moment, tu te réenfermes aussi, en fait. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles, du coup, tu es rentrée en France? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une vraie raison? Ouais, alors, je pense que, comme ça, au moment où on a pris la décision de repartir, donc on est resté 8 ans en Israël. Pendant 8 années, on a construit notre vie là-bas. J'ai eu mes enfants, j'ai eu mes premiers boulots. En plus, j'étais vraiment en train de construire aussi ma carrière professionnelle. Il y avait une forme aussi de reconnaissance là-bas. J'avais des contacts, un réseau, etc. Et arrive finalement, c'est ce qui a été surtout l'élément déclencheur pour moi, à titre personnel, c'est que j'ai vécu plusieurs burn-out, dont un là-bas qui a été assez fort pour moi intérieurement. Ça a cassé quelque chose à l'intérieur. Et au moment où je l'ai vécu,
ça m'a fait changer de travail. Donc, j'ai commencé un nouveau travail. C'était l'année où j'allais avoir mes 30 ans. Et en fait, dans le même moment, c'est l'année où mon mari, de son côté, a vécu aussi quelques épreuves personnelles. Et ça a fait du coup remettre en question nos choix de vie. On a commencé à se poser des questions sur, ok, est-ce qu'en fait on est au bon endroit? L'impression de toujours courir après quelque chose à l'extérieur de nous. Je venais de changer de travail, pour autant je continuais de sentir la même pression, donc je me disais il y a quelque chose qui va pas, et en fait je sentais un appel intérieur que peut-être qu'en fait j'étais plus au bon endroit. Sauf que franchement, pour être honnête, à ce moment-là, je pense que de moi-même j'aurais pas pris la décision de partir, mais mon mari, lui, il sentait qu'il était vraiment arrivé à bout de quelque chose. Et on sortait aussi du Covid. Je venais d'avoir mon bébé. Ça faisait, ma deuxième, elle avait 1 an et demi. Et ma famille venait nous voir pour la première fois depuis 1 an et demi. Donc personne n'avait rencontré ma fille. Et ça aussi, ça a été un gros choc émotionnel. Parce que le Covid, ça a été une période qui a été hyper difficile de vivre à l'étranger. J'ai eu un bébé à ce moment-là et tout. Et là, quand ma famille est venue, donc mes sœurs, elles sont venues les unes après les autres, ma mère et tout, ça nous a mis une claque. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de passer à côté de ça, en fait. Ils n'ont pas vu ma fille. Moi, je vois pas mes neveux en France grandir. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais ils n'étaient plus alignés avec moi, en fait. La famille, c'est quelque chose qui était super important pour moi. Et lui m'a dit, écoute, je pense que c'est le moment de retourner vivre en France. Et je lui ai dit, écoute, je sens aussi que faut qu'on rentre. Et en fait, en un mois, on a pris la décision à la fois de partir et on a fait nos bagages, on est parti. Enfin, il y a eu un mois en fait. Ça pas, tu vois, on n'a pas tergiversé plus. Dès-lors qu'on s'est dit on rentre, C'était on le l'annonce moment. et on part. Donc tu rentres en France. Ouais. Tu nous as parlé du fait que tu as fait un burn-out. Est-ce Mhm. que tu peux nous expliquer ce que c'est un burn-out? En tout cas, à quoi ça a ressemblé pour toi en termes de symptômes, en termes de Ouais. ressenti? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'ai fait, disons, 3 burn-out. Et en fait, ils n'ont pas été tous pareils. Donc, peut-être que je vais essayer d'expliquer à chaque fois pour comment ça s'est passé pour moi. Le premier, c'était avant que j'ai justement ma première fille. Donc, je pense que c'était un burn-out qui était très lié au travail. J'étais dans un travail, il y avait une très grosse forme, c'était super exigeant. Vraiment, il y avait une pression. Enfin, je travaillais de 9h à 18h et encore, enfin, tous les soirs, je faisais des heures sup. Et il n'y avait pas de pause, c'était un environnement hyper stressant. Et à ce moment-là, j'avais des symptômes physiques, c'est-à-dire que je commençais à avoir de la raideur dans ma nuque, une forme d'anxiété tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, tous les soirs, je restais jusqu'à pas d'heure au bureau, jusqu'au jour où je me suis dit, ok, là c'est super bizarre ce que je suis en train de ressentir, j'appelle un médecin. Donc je suis en Israël à ce moment-là, mais j'appelle un médecin français qui vient me voir, et il vient me voir dans mon bureau. J'étais la seule, il était 20h à ce moment-là, j'étais toute seule dans le bureau, il vient me voir. Et il me dit, mais écoute, t'es en train de faire un burn-out là. Et en fait, j'avais entendu ce mot, mais je me disais, c'est ça un burn-out? Je sais pas, à ce moment-là, j'avais 24 ans. Et je me dis, c'est super bizarre. Je sais pas, je voulais pas y croire. Il me dit, je t'arrête une semaine et je te donne le contact d'une psy. Tu vas voir une psy. Ok, bon, je m'arrête, je vais voir la psy. On parle un peu. Ok. Je reprends le travail, mais je le dis pas en fait. À ce moment-là, en Israël, je suis dans un environnement, je suis entourée d'internationaux, beaucoup d'Israéliens, il n'y a pas de francophones. On parle pas du tout de santé mentale là-bas, on parle pas de burn-out. Je crois que ce mot, il n'existe même pas en fait. C'est quelque chose, je pense, qui est très propre à la culture française. Et donc, je leur dis pas en fait ce qui m'est arrivé. Et au même moment, en plus, il y avait ma mère qui me rendait visite en Israël et j'étais très mal. Genre, tous les soirs, je disais, maman, je me sens pas bien. Tu vois, là, t'en parler, ça m'a un peu d'émotion. Elle essayait de m'aider à aller mieux, tu vois. Genre, je me rappelle, elle me donnait des huiles essentielles et tout. Et j'arrivais pas à... Franchement, j'arrivais pas à me sentir mieux à ce moment-là. Donc, je reprends le travail comme ça. Et bon, finalement, les mois passent, je tombe enceinte. Ça me permet de faire une pause dans ce que je suis en train de ressentir et de vraiment revenir à moi. Et les années passent. Je reste dans le même travail. Donc, je reste dans cette même charge. Entre-temps, je suis devenue maman, donc je rajoute cette pression-là. Jusqu'au moment où, pour la faire courte, je suis dans un moment dans le travail où il y a à nouveau énormément de pression. Et un soir, je rentre chez moi. Je sentais depuis quelques semaines que c'était très compliqué.
je sentais un trop plein, mais je continue de fonctionner, tu vois. Genre, tu sais, t'es en mode... T'étais en mode pilote automatique. Pilote automatique, vraiment, tu vois. Genre, tu sais, t'es maman, t'as tes enfants, tout fonctionne, tu te poses pas de questions. Et en fait, un jour, je rentre du travail. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui ouvre la porte, je toque, et mon mari m'ouvre, je rentre, il est très tard. Et là, je le regarde, et je peux plus parler, et je m'écroule. Et en fait... même si j'en ai déjà parlé, parce que récemment j'en ai parlé, d'en parler à chaque fois, forcément, ça me remet aussi beaucoup d'émotions. Et là, je comprends qu'il y a un truc qui va pas bien. Mais ça reste très intérieur à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que je veux en parler, parce que le burn-out, finalement, on nous parle toujours c'est trop de pression dans le travail, on sait pas trop à quoi s'attendre finalement quand on est en train de le vivre. Mais je pense que ça peut prendre différentes formes. Et il y a aussi finalement ce burn-out tu vois, à l'intérieur de soi, en fait, où tu sens qu'il y a un truc qui est en train d'exploser, mais tu continues de l'intérioriser. Et à ce moment-là, c'est mon corps qui m'a montré un signal, qui m'a dit, écoute, tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un truc qui va pas bien, mais genre, autorise-toi à le ressentir, tu vois. Mais je me suis pas autorisée. Et donc, le lendemain, je suis retournée travailler. Et les semaines qui ont suivi, la vie est bien faite. On m'a appelée et j'ai changé de travail. On m'a offert une opportunité dans un nouveau travail. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, la solution, elle est là. Ok, ça a été un moment difficile, mais ça va aller mieux, tu vois. Et finalement, je change de travail. Les mois passent. 1 an. Et 1 an après, on rentre en France. Dans les mois qui suivent, je me réécroule. Sauf que cette fois, je comprends qu'en fait, le burn-out, je l'avais pas travaillé, j'avais pas fait ce qu'il fallait encore pour comprendre ce que c'était. Donc le burn-out, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi jusqu'au moment où ton corps il t'envoie vraiment un signal que faut s'arrêter et qu'il faut l'écouter. Et je pense que quand tu atteins un peu le summum, il y a aussi une forme un peu de dépression où vraiment plus rien en fait ne fait sens. Quelle différence tu fais entre burn-out et dépression, justement? En fait, pour moi, à un moment, les deux se sont touchés. Donc, disons que il y a le moment où tu peux encore peut-être faire quelque chose, donc dans la partie du burn-out où c'est des symptômes vraiment physiques, où tu sens en fait ton corps qui t'envoie un message. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie aussi de mettre les mots dessus, parce que je pense qu'on a tendance parfois à trop ignorer ce que notre corps est en train de dire. Tellement on veut être dans le contrôle, tu vois. Et en fait, on laisse le mental parler, sauf que le corps, il nous envoie un signal et le corps, il te dit, écoute là, en fait, il faut que tu t'arrêtes. Et à force de vouloir l'ignorer, t'atteins donc le point où en fait, ton corps, il répond plus. Donc là, en fait, t'as plus le contrôle sur ton corps. Et c'est là que je pense que tu tombes dans cette phase de dépression où en fait, ton corps peut... comme tu perds le contrôle sur ton corps, ça crée quelque chose un peu de... qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et là, en fait, c'est un peu la claque de... il y a toutes les pensées qui se bousculent. Une grosse perte de sens, de remise en question hyper intense. Tu vois, quelque chose de très lourd à l'intérieur de soi, tu vois. C'est vraiment une crise presque existentielle, genre qu'est-ce qui est en train de m'arriver, tu vois. Et donc la dépression, c'est vraiment, tu perds le goût de... Tu vois, le matin, t'arrives plus à te lever. Enfin, en fait, moi qui arrivais à contrôler, à toujours justement tenir pour mes enfants, je suis arrivée à un moment de ma vie où même ça, c'était plus possible. Je pouvais plus sortir de mon lit. Et tu sais, t'as des pensées même que tu pensais pas avoir un jour dans ta vie, tu vois. Et donc ça, c'est un gros signal. Signal d'alarme. Signal d'alarme, et à ce moment-là, t'es obligé d'être accompagnée, en fait. À quel moment tu commences justement à mettre des mots sur ce mal-être que tu ressens? La première fois, en fait, le moment où je suis revenue en France et que j'ai commencé à sentir vraiment que j'étais pas bien, j'ai commencé déjà à ce moment-là à me faire accompagner par un coach. Donc j'ai commencé à doucement mettre des mots, mais plus sur le burn-out et sur ce qui s'était passé dans ce retour finalement de ma vie à l'étranger, de cette déconstruction que j'étais en train de vivre, de cette crise identitaire que j'étais en train de vivre. J'ai commencé à mettre des mots à ce moment-là, mais plus je commençais à en mettre et peut-être plus, du coup, mon niveau de conscience était en train de s'élever. Et ça m'a presque à ce moment-là, du coup, mené à basculer dans cette crise un petit peu encore plus profonde, tu vois.
Et en fait, ce qui a fait qu'après, j'ai dû encore plus, entre guillemets, mettre des mots, ou en tout cas, je suis partie me faire accompagner par vraiment des professionnels, psychiatres, etc. C'est parce que j'ai de la chance d'avoir une sœur qui est psychiatre. Et le moment, en fait, où vraiment je suis tombée dans cette forme de dépression et de burn-out vraiment très, très profond, là, en fait, je ne pouvais plus le cacher. Parce que la fois où je m'étais écroulée, j'étais à l'étranger, j'ai dit à mon mari, tu le dis à personne. Le lendemain, je suis retournée au travail, personne ne savait ce que je venais de vivre. Personne il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de ce témoins. mal-être. Exactement. Il n'y avait pas de témoins, donc je pouvais encore cacher. Et quand je suis revenue en France et que cette fois, il y avait toute ma famille, et qu'en fait, j'ai commencé à avoir ces formes aussi parce que j'ai fait du coup des formes de crise d'anxiété. C'est quelque chose qui s'est... En fait, d'un coup, je perdais le contrôle, mais je pouvais être avec des gens, enfin, du coup, avec ma famille, et d'un coup, je perdais le contrôle de mon corps, et du coup, je... Est-ce que tu peux nous raconter un moment où vraiment tu as senti que tout va bien à l'extérieur Ouais. et qu'à l'intérieur de toi, c'est le chaos? Bah, en fait, ouais, j'ai un moment où... Ouais. En fait, donc on est justement... Donc, je suis revenue de France. Donc je suis revenue en octobre. En décembre, il y a l'anniversaire d'une de mes sœurs. On est à la fin de l'année, donc c'est les fêtes. On fête son anniversaire. Et là, donc il y a toute ma famille autour de moi. Elle revenait d'un super voyage. Elle nous le raconte. En apparence, tout va super bien. Tout le monde me dit waouh, dis donc, votre retour en France, il s'est super bien passé. Tout a été hyper vite. C'est vrai qu'on a eu une chance incroyable dans tout ça, c'est que tout s'est fait de façon très facile. Donc extérieurement parlant, tout s'était super bien passé. Je suis rentrée, à ce moment-là, je garde mon travail, on trouve tout de suite un appartement. Tout se passe vraiment avec une fluidité. C'était le moment. C'était le moment. Mais à l'intérieur, et on me répète ça. Et moi, en fait, à ce moment-là, je sens tu vois, une forme de dissonance, en fait, entre ce que l'extérieur te dit et ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, tellement on me le répète, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je fais une crise, en fait. Une forme de crise, un peu de tétanie, d'angoisse, Et ce moment, pour moi, il a été hyper marquant parce que du coup, c'était la première fois que je faisais ce type de crise devant ma famille. Crise que j'avais d'habitude chez moi, seule, dans mon lit, tu vois, dans des moments où je me sentais je sentais que je pouvais être vulnérable. Et là, c'était aux yeux de tout le monde. Pendant l'anniversaire de ma sœur, je disais, mais genre, c'était pas le moment, tu vois, et j'étais là à me dire, mais c'est pas le moment, ressaisis-toi. Et je pouvais pas me ressaisir, en fait. Et j'entends tout le monde qui commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a, qui essaie de comprendre. Et bah voilà, là, en fait, c'était l'explosion, tu vois, C'était le moment aussi. Ouais, c'était le moment. Comment t'as choisi ton accompagnement pour aller mieux? Écoute, franchement, j'ai envie de dire un peu la vie qui m'a guidée à ce moment-là. En fait, franchement, c'est vraiment par hasard. J'ai commencé à écouter des podcasts de développement personnel, mais de base, pas forcément dans une optique d'aller mieux, mais parce que j'ai ressenti une forme d'appel à écouter des podcasts, tu vois. De fil en aiguille, je suis tombée sur un podcast de David Laroche, coach en développement personnel, qui a commencé à parler de son parcours, de son école de coaching, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti un truc en moi, un appel. Tu vois, tu sais, ce genre de choses dans la vie que tu peux pas forcément expliquer. Et je me suis dit, ok, le coaching, ça a l'air super intéressant. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ça. Et donc, j'ai commencé à acheter une première formation de coaching qui m'a beaucoup aidée, même à prendre mes décisions à ce moment-là. Donc, je suis dans le moment où on va décider avec mon mari qu'on rentre en France. Et donc, ça me fait découvrir le coaching. Je prends la décision de m'inscrire à une école de coaching et je commence à me faire accompagner au départ, donc avec du coaching. Et je vois du coup à quel point ça me fait avancer. Et jusqu'au moment où j'arrive un petit peu à une des limites. Donc, dans ce moment, finalement, où je craque, où je suis dans mon burn-out, dans ces moments de dépression, où là, je comprends que le coaching, ça va pas être suffisant. Et donc, comme je te disais, j'ai une sœur qui est psychiatre, donc elle a pu me guider à ce moment-là, et j'ai compris qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être suivie par un psychiatre. J'avais déjà vu des psychologues, mais pour moi, c'est pas une approche qui me parlait forcément. Donc, à ce moment-là, ensuite, je me suis fait accompagner. J'ai fait vraiment le combo de psychiatre et coaching. Et ça m'a aidé vraiment pendant 1 an, je faisais les deux. Et ça m'a aidé dans cette reconstruction après le burn-out. C'est quoi le danger, d'après toi, de ne pas en parler?
le danger. Tu vois, d'un coup, je prends même un air grave. Ça fait vibrer, parce que, ouais, vraiment. Parce que pour moi, en fait, il y a tellement de dangers à pas en parler. Enfin, bon, déjà, c'est continuer de souffrir. Et même si je pense que le but de la vie, c'est pas de pas avoir de souffrance. Le but de la vie, c'est d'avoir une souffrance, mais une souffrance que tu arrives à transformer, en fait. Donc, ne pas en parler, c'est rester dans cet état où tu vas mal et il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'issue possible. Tu vois, tu restes enlisé dans ton propre mal-être. Tu vois, tu restes... Enfin, en tout cas, moi, c'est une image qui, à titre personnel, me parle pas. Pour avoir touché le fond, parce que j'ai vraiment eu l'impression de toucher le fond à ce moment-là, je me suis dit, ok, je le touche une bonne fois pour toutes. Je sais pas, peut-être que j'y serai confrontée à nouveau, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je veux pas rester au fond. Et je sais que c'est possible de reprendre son pouvoir même à ce moment-là, et d'en sortir et de transformer ça, en fait. De transformer son épreuve, de pouvoir même la transmettre à d'autres personnes, et qu'elle aussi, finalement, elle puisse peut-être, par écho parfois, tu vois, se transformer, se dire que tout arrive pour une raison aussi au final, et que sortir aussi de ce côté un petit peu victimaire, entre guillemets, tu vois, ce moment où tu as l'impression de plus avoir de pouvoir dans ta vie, tu vois. Est-ce que tu pourrais dire, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, le plus douloureux dans une épreuve comme la tienne, et comme celle de plein de gens, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet collectif, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on peut dire que justement, c'est l'invisibilité ? Ouais. C'est le fait que ça ne se voit pas. Ouais, complètement. Que ça soit imperceptible par les autres. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus douloureux dans le fait de faire une dépression ou de faire un burn-out ? Est-ce que ça a eu de l'impact ? Ah ouais, carrément. C'est vrai. Franchement, ouais. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la seule légitimité que j'ai commencé à trouver, c'est quand je suis rentrée dans l'école de coaching. Et à ce moment-là, du coup, je me suis retrouvée dans un espace non jugeant. Dans un espace où je pouvais parler de tout ce que je traversais, où en fait, je sentais une forme de bienveillance que malheureusement, j'avais peut-être pas trouvée dans ma vie quotidienne, dans l'extérieur de manière générale. Donc ça m'a créé une forme de sas, une bulle en fait, où j'ai eu l'impression que je pouvais enfin être moi-même dans ma vulnérabilité, mon épreuve, mon inconfort, ma tristesse, tout ce que j'étais en train de traverser. Donc déjà, il y a eu ça. Et l'autre côté, exactement comme tu as dit, en fait, il y a des choses où pour les gens, c'est évident que tu souffres quand on te découvre une maladie ou un proche autour de toi a une maladie, quand tu vis un décès, tous ces moments de vie où tu sais que c'est difficile, pour tout le monde c'est difficile, t'as pas besoin de le justifier. Mais en fait, ce qu'on dit pas, c'est que la santé mentale, c'est quelque chose, du coup, d'invisible, entre guillemets, que quand tu l'as pas vécu, tu vas juger les autres. Franchement, moi, la première, en fait. Et des fois, c'est ce que je me dis. Le fait d'avoir vécu tout ça, ça m'a rendue beaucoup plus tolérante. En fait, j'étais la première jugeante des personnes qui pouvaient faire des dépressions. Moi, qu'on n'avait jamais fait, j'allais me dire, mais il est faible, tu vois. Je pense qu'on a souvent un peu ce jugement de penser que l'autre est faible parce qu'il va pas bien mentalement, en fait. Cette facilité à penser que ça ne nous atteindra pas. Et aussi, jamais. Complètement. Parce qu'en fait, très souvent, derrière un burn-out, tu as une femme qui s'est créée avec cette image de femme forte. Donc, par conséquent, si tu es une femme forte, tu as les épaules, tu tiens. Donc, ta santé mentale aussi, elle va bien. Donc, en fait, tu opposes les deux, tu vois. Tu te dis que tu es forte, tout va bien aller, tu portes tout sur tes épaules, mais tu as la capacité de continuer comme ça. Et surtout, tu montres ni ta vulnérabilité, ni tes moments de faiblesse. Et en fait, il y a un peu tout ce mélange qui fait que vu que tu t'autorises jamais des moments de faiblesse, à un moment t'exploses. Donc en fait, c'est trouver aussi ce juste milieu entre les deux. Et pour moi, vraiment, et encore jusqu'à très récemment, j'avoue, je me suis encore jugée. Ça a été très difficile de parler de mon burn-out parce que j'étais pleine de jugement envers moi-même, en fait. En me disant, mais t'as été faible pour vivre ça. Tu sais, je me sentais dans une forme d'illégitimité, mais aussi de honte, une grosse honte, une honte et une culpabilité. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est pour ça que je veux en parler aussi, parce que je sais ce que ça fait de ressentir ça, et je sais que, en fait, tant qu'on garde cette honte, on n'en parle pas. Pendant 1 an, j'ai pas dit à mes proches que je m'étais écroulée, que j'allais mal. À quel moment tu transformes cette souffrance et tu te dis, c'est ce que je veux apporter aux autres ?
je veux en fait passer de l'autre côté. Je veux accompagner les autres à aller mieux dans ce chaos qu'ils sont en train de vivre. Alors bon, comme je te disais, moi j'ai quelque chose autour de la légitimité. Donc déjà, ce qu'il fallait, c'est que je me sente légitime à pouvoir passer de l'autre côté. Et pour ça, il fallait que je traverse. Et donc, ça a été d'abord ce moment où, dans l'école de coaching, je travaille beaucoup sur moi. Et que moi-même, je me rends compte de ce que j'arrive à transformer à chaque fois, en fait. Mais au départ, c'est pas forcément l'épreuve du burn-out, parce que, tu vois, le burn-out, c'est quelque chose que je suis encore en train de transformer. Et que même, disons, j'ai commencé à sentir une forme de légitimité il y a que très récemment. Jusqu'à présent, j'accompagnais surtout des femmes dans d'autres moments de vie, plus des transitions du type maternité, etc. Parce que par rapport à ça, j'estimais que j'avais déjà traversé, donc c'est bon, j'étais légitime, tu vois. Mais du coup, je pense que c'est vraiment ce moment où, en fait, c'est l'école de coaching, moi, qui m'a transformée. Enfin, pour moi, l'école de coaching, c'était une école de vie, en fait. C'est 1 an que j'ai passé à me faire coacher, à coacher des gens, à faire ce travail d'introspection, ce travail sur moi et à me rendre compte, en fait, de la puissance du coaching, la puissance de travailler sur soi. Et une fois que j'ai commencé à avoir ces différentes prises de conscience, de me dire, ok, c'est possible d'aller mieux. Et en fait, ça y est, à ce moment-là, c'était ancré en moi, tu vois, ça m'a donné une forme de certitude et c'est bon, je pouvais commencer à accompagner des femmes. Est-ce que tu penses que le fait de l'avoir traversé, justement, le fait d'avoir été des deux côtés, finalement, ça change ta manière aujourd'hui de coacher et d'accompagner? C'est sûr. D'ailleurs, au final, aujourd'hui, j'accompagne en majorité que des femmes qui traversent ce que j'ai déjà traversé, qui vivent ce que j'ai déjà vécu. Alors, il faut faire attention aussi parce que quand on se forme au coaching, on nous apprend aussi à ne pas faire de projection sur l'autre. Donc, j'essaie à chaque fois, évidemment, de regarder la personne qui vient comme une personne qui vit son épreuve, mais de l'autre côté, je sens que c'est parce que j'ai traversé aussi que les personnes, elles viennent vers moi. Ou parce que je traverse, ou parce que ça leur donne une forme de... Elles se sentent comprises, elles se sentent vues, elles se disent, ok, elle sait de quoi je parle, et elle va pas me juger. Tu parles dans tes accompagnements aujourd'hui de coaching profond. Quelle différence tu fais entre le coaching profond et le coaching classique, finalement? Alors, moi, comment je le vois, le coaching profond, c'est vraiment un coaching où tu acceptes d'aller te regarder. Tu vas te regarder vraiment dans ton ombre. Et tu passeras pas à l'action tant que tu n'es pas allé te regarder. Là où le coaching classique, ça va être un coaching où on va être beaucoup dans une énergie d'action. Parce que le coaching, c'est ça aussi de base. Tu te fais accompagner pour aller mettre en place des nouvelles choses. C'est vraiment cette énergie, encore une fois, du faire. Mais le coaching profond, c'est tu restes pas dans le faire. Tu combines les deux, l'être et le faire. D'abord, tu reviens à toi. D'abord, on va aller regarder ce qu'il y a au fond de toi. On va aller lever tes traumas, ta charge émotionnelle, on va aller débloquer tes croyances, on va changer ton mindset. Une fois que ça s'est fait, on va passer à l'action. Mais je ne vais pas te faire passer à l'action si ça, on ne l'a pas transformé parce qu'en fait, tu vas mettre en place des actions qui ne seront pas alignées avec qui t'es. Donc, en fait, il y a des grandes chances qu'une fois que l'accompagnement il est terminé, tu reviennes à là où tu en étais avant, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce coaching profond. Aussi, c'est parce que je crois que j'aime ça, en fait. Aller creuser. Connaître vraiment les gens. Ah ouais. Ce qu'on se disait en préparant l'interview. Ouais. Tu m'as aussi confié, en préparant cette interview, que parmi les outils que tu utilises dans tes accompagnements, tu utilises le Human Design. Comment, concrètement, ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est Human Design? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus pour ceux qui n'ont pas du tout de visibilité sur ce que c'est? Donc le Human Design, c'est un outil qui est super complexe, mais je vais l'expliquer de façon simple. C'est un outil de connaissance de soi qui mélange en fait différentes sciences, mais en gros ça mélange un peu d'astrologie, un petit peu de kabbale, un peu de tout ce qu'on appelle les gènes, enfin les gene keys, donc les clés génétiques, voilà. Et en fait ça nous donne une carte de soi. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle aussi la science de la différenciation. C'est dire que en fait on est tous là
parce qu'on a une mission déjà, donc il y a aussi cet aspect spirituel à ça, qu'on vient tous parce qu'on a une mission sur Terre, donc il y a ce côté d'incarnation. En Human Design, on lit d'ailleurs la croix d'incarnation, ta mission de vie. Donc le Human Design te donne cette mission de vie, mais en même temps le Human Design ça met en lumière en fait ton type énergétique, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes forces, comment ton énergie elle fonctionne, mais dans le sens où au final ça permet de comprendre qu'il y a des personnes qui énergétiquement parlant sont faites pour travailler, d'autres qui sont plutôt faites pour guider, et donc en ce sens c'est hyper intéressant l'Human Design. Donc c'est vraiment un outil pour apprendre à mieux se connaître, à comprendre comment on fonctionne, où sont nos forces, et comprendre aussi comment on est perçu par l'extérieur, comment on se perçoit soi-même. C'est un test, enfin pas un test justement, mais c'est une grille de lecture de soi en fait, mais à un niveau très très profond. Il y a plein de couches et moi j'aide en général mes coachés à déjà lire les premières couches, et une fois qu'elles ont bien compris ça, qu'elles l'ont expérimenté, parce que c'est aussi un outil d'expérimentation, dire que je fais des lectures aux gens de leur charte de Human Design, je leur explique qui elles sont à travers leur charte, mais je leur dis surtout, maintenant que je t'ai expliqué qui t'es, expérimente. Et rends-toi compte dans ta vie à quel point c'est vrai en quelque sorte. Et ensuite, si elles ont envie de continuer de creuser, on creuse et on va voir encore plus profondément ce que ça dit. Pourquoi c'est cet outil que tu as choisi ? Pourquoi pas l'hypnose, la PNL ? Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent accompagner les coachs dans leurs accompagnements. Pourquoi c'est celui-là que tu as choisi ? Pourquoi, à ton avis, c'est précieux dans les accompagnements de transition de vie que tu as choisi de faire aujourd'hui ? C'est une super bonne question. En fait, au départ, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je me suis tournée vers numérologie, astrologie. Je suis très attirée par ça, par en fait les outils de connaissance de soi. C'est pas pour rien que j'insiste aussi peut-être sur tout ce qui est le retour à soi, etc. Pour moi, c'est la base, c'est voilà, l'introspection, c'est la base en fait pour ensuite poser des actions. Donc c'est toujours en fait ce schéma, tu reviens à toi et après tu prends des décisions. Et donc, au fur et à mesure que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, je suis tombée sur le Human Design. Et donc ce qui m'a parlé là-dedans, c'est ça. C'est le côté vraiment connaissance de soi. Parce qu'en fait, je pense que on se connaît pas et on sait pas. On peut se connaître à travers des expériences, mais parfois on a besoin peut-être d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui nous explique un peu qui on est, en quelque sorte. Et le Human Design, ça donne cet éclairage-là. C'est un peu un guide, un manuel de qui t'es. Maintenant, le but, c'est pas de t'enfermer dans une nouvelle case, parce que justement, le Human Design, le but, c'est de te déconditionner, de voir là où il y a eu du déconditionnement, et ça aide les coachés à faire ça, à les voir en fait toutes ces couches qu'elles portent en elles qui ne sont pas elles. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce que pour moi, ça a été libérateur en fait de découvrir mon propre Human Design. C'est ce qui m'a aidé vraiment dans ma reconstruction du burn-out, à comprendre que j'avais un type énergétique différent de la majorité des gens, et par conséquent, c'était peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'avais fait un burn-out. Et ça m'a aidé vraiment en fait à m'accepter, tu vois, à peut-être m'aimer, disons aussi, tu vois, un petit peu plus, me voir différemment de ce que j'avais l'habitude de me regarder. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, pour certaines femmes, c'est encore extrêmement... Pourquoi c'est si difficile pour certaines femmes de faire un premier pas justement vers l'accompagnement ? Comme ça, spontanément, j'ai envie de dire parce que je pense que être vulnérable, c'est pas quelque chose qui est facile. On en parlait aussi justement en préparant là le podcast. Je t'expliquais un peu cette impression que j'ai pu moi-même avoir dans mes moments de vulnérabilité, cette impression d'être mise à nu. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de pudeur là-dedans. On n'a pas envie d'être vu dans cette forme de ce qu'on juge ou qu'on perçoit comme étant de la faiblesse. Je pense c'est tellement plus facile de continuer de porter un masque en fait et de faire semblant. Je pense que la société aussi peut-être veut qu'on continue de le porter ce masque, et que plus justement on va s'autoriser à en parler. Donc ça peut être les thérapeutes, les coachs, à travers des podcasts, etc. Plus justement on va mettre de la lumière, et on va aussi donner l'autorisation à d'autres personnes de se montrer en fait. En tout cas pour moi l'authenticité c'est quelque chose qui est hyper important, et je me rendais compte que tant que je montre pas aussi ma vulnérabilité, je peux pas être authentique en fait complètement. Donc voilà, enfin finalement je sais pas, l'un va avec l'autre. Après il y a des personnes pour qui peut-être ce sera pas si important que ça de se montrer telles qu'elles sont, et elles préféreront continuer vivre une vie à travers
qui on pense qu'elles sont plutôt que qui elles sont vraiment, tu vois. Pour certaines personnes, effectivement, je comprends que ça puisse être un peu plus confortable. Exactement. Puisque ça demande beaucoup de courage, de toute façon, de faire un travail sur soi. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es guérie ? Non, franchement, je le dirais pas. Je dirais pas ça. Parce que justement, j'aurais pas envie de vendre une illusion. Je pense que c'est une des illusions que j'ai eues quand j'ai commencé le développement personnel. C'est de croire un peu que tu as une épreuve, tu la vis, tu la traverses, et après, limite, enfin, évidemment que l'épreuve, elle te transforme, mais un peu comme une forme de sous-entendu que après ça, il y aura plus de galère, il y aura plus de moments de doute, tu vas avoir une forme de clarté qui va être persistante. Et en fait, en étant dans cette illusion-là, je suis moi-même retombée dans la désillusion de comprendre qu'en fait, la vie, c'est sans cesse des remises en question. Donc, ça me reconnecte aussi à cette spiritualité dont on parlait au départ, que je crois vraiment qu'on est là pour faire un travail qui est de réparation, mais pas non plus... Enfin, ouais, de réparation de soi, mais pas non plus comme s'il y a quelque chose qu'on avait besoin qui était cassé en soi non plus, tu vois, mais peut-être plus un travail d'amélioration de ça. Et donc ce travail-là, en fait, il dure tout le temps. Donc il y a peut-être une guérison d'un symptôme à un moment, entre guillemets, mais le travail sur soi, c'est le travail d'une vie, en fait. Quelle phrase, quelle méthode a tout changé pour toi ? Et voilà, s'il y en avait une seule que tu voudrais transmettre, s'il y avait une méthode. Là, comme ça, spontanément, j'ai envie de te parler de ce qui a été le déclic pour moi. C'est le travail sur l'état d'esprit, en fait. Le travail sur le mindset. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pendant très longtemps, je m'identifiais, disons, comme une coach mindset. Bon, aujourd'hui, je le mets un peu moins en avant. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est, en fait, hyper important. Donc... Le travail sur le mindset en lui-même, donc on parle du mindset de croissance, le growth mindset, c'est Carol Dweck qui a écrit un livre dessus. Et en fait, pour moi, ça a été un des déclics. C'est ce qui a eu le plus d'impact, c'est quand j'ai entendu David Laroche, justement, parler de ça. Et pour moi, c'est le point de départ, en fait, je pense, de la transformation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'étape où tu reviens à toi, mais il y a aussi ce travail sur le mindset. Donc, je pense que ce serait ça que j'aurais envie de mettre en avant. Travailler sur son mindset. Tu parles beaucoup de réalignement dans tes accompagnements. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, se réaligner ? Se réaligner, c'est revenir en fait à qui t'es à l'intérieur de toi. Genre justement, en dessous le masque, en dessous, tu sais, ce qu'il y a dans cette profondeur un peu, ce que tu ressens mais que tu n'oses pas forcément dire, tu vois. Donc se réaligner, c'est ça, c'est dans ton essence qui tu es. Quand tu sors des conditionnements, de la casquette... Quand on est maman, quand on est épouse, tu vois, on se définit toujours à travers ces différents rôles. Donc revenir à soi et se réaligner, du coup, c'est un travail intérieur. Qu'est-ce que toutes ces traversées, parce que tu en as traversé, t'ont appris sur tes forces ? Que finalement, j'ai une force de résilience aussi. Et que... que en fait, même dans les moments les plus difficiles, ça va passer. Tu vois, ça va passer en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur ça aussi, j'ai beaucoup changé mon état d'esprit. De vraiment me dire, en fait, tout arrive pour une raison, tout a du sens. Et à chaque fois, je me dis, dans les moments où l'ombre, tu vois, t'as cette impression vraiment que t'es dans l'ombre, tu vois, que tout est noir, il y a toujours de la lumière en fait. Et je me rattache souvent à ça. Ça a été super intense. Ouais. On arrive vers les dernières questions que j'ai à te poser. Et les questions que je vais te poser, c'est ce que j'appelle au BUP Talk les 6 questions signatures que je pose à tous mes invités. Et la première, c'est quelle place, toi, tu accordes aujourd'hui dans ta vie, à toi, à la vulnérabilité ? C'est une place énorme en fait. Alors après évidemment qu'aujourd'hui en tant que coach, il y a une corrélation en fait entre le travail que je fais sur moi et mon métier. C'est pas que j'ai pas le choix, mais je pense que pour être entre guillemets une bonne coach, pour pouvoir accompagner les personnes de la bonne façon, il faut faire constamment ce travail sur soi. Et qui dit faire ce travail sur soi, dire en fait accepter d'être vulnérable, d'aller se regarder dans ses zones d'ombre,
Donc en fait, aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T, c'est un travail qui est constant et c'est omniprésent en fait, presque. Comment tu arrives à lâcher prise aujourd'hui? Grâce à quels outils? Alors, pour être honnête, je lâche pas tout le temps prise. Et ça aussi, je veux le dire parce que j'ai pas envie de vendre une illusion que parce que je suis coach, parce que j'ai plein d'outils, c'est hyper facile de lâcher prise. Franchement, il y a plein de moments où je me rends compte que j'y arrive pas. Mais justement, en fait, c'est peut-être ça la première étape, de se rendre compte en fait quand j'arrive pas à lâcher prise. Parce que pour lâcher prise, paradoxalement, en fait, on se dit pas juste je lâche prise, parce qu'en fait, au moment où tu te le dis, tu es encore plus dans le contrôle. Et en fait, tu rentres dans ce paradoxe que plus tu as envie de lâcher prise et plus tu es en train de contrôler. Donc, c'est déjà accepter en fait ce qui est en train de se passer, mettre de la conscience dessus. Donc, se rendre compte du schéma. Et après, moi, ce qui m'aide, c'est de faire des exercices de respiration. Ça m'aide à me recentrer, à revenir vraiment à l'intérieur. Et on en parlait aussi au tout début, de me reconnecter à la spiritualité. Dans ces moments de me dire, en fait, c'est pas entre tes mains. Tu fais ce que tu peux, le mieux que tu peux, mais fais en fait ce qui est en ton pouvoir et le reste est confiance, quoi. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vraiment vivante, complètement toi-même? C'est arrivé, je pense. En fait, c'est un peu paradoxal parce que, donc récemment, j'ai lancé mon podcast et je me suis sentie complètement moi-même, mais en même temps avec cette gênance aussi d'être moi. Donc en fait, si la question c'est quand est-ce que je me suis sentie complètement moi-même sans être gênée, alors c'est pas ça. Voilà. On n'a pas dit que finalement, c'était pas gênant voilà, exactement. Donc je pense que c'était pas non plus ce que tu voulais dire. Donc finalement, je pense que c'est au moment où j'ai lancé mon podcast, donc il y a quelques semaines de ça. Mes premiers épisodes, c'est des épisodes dans lesquels je pense que je pouvais pas être plus moi qu'à ce moment-là. Et donc voilà, c'était ce moment-là. À qui ou à quoi t'aimerais dire merci aujourd'hui? Vers quoi t'es reconnaissante? Comme ça, j'ai envie de te dire merci à la vie, en fait. Vraiment. Parce que, encore une fois, ça me reconnecte aussi à quelque chose de spirituel, tu vois. Donc, évidemment, merci à mes proches, mais surtout, merci à la vie, en fait. Parce que sans chacune des épreuves, chacun des moments de doute que j'ai vécu, etc., j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris ensuite. Et j'ai aussi envie de dire merci aux personnes qui m'ont aidé à prendre conscience de ça. Et c'est aussi des mentors, des figures qui m'ont aidé dans ce cheminement. J'en ai parlé déjà quelques reprises, j'en reparlerai encore. David Laroche, par exemple, tu vois, c'est une personnalité qui m'a beaucoup aidée, que je remercie aussi à travers l'école de coaching, etc. J'ai souvent remercié. Mais voilà, donc merci à la vie, merci à ces personnes qui m'ont permis d'oser être moi. Et voilà. C'est déjà super. Ouais. Si tu avais une ressource à recommander à nos auditeurs auditrices, c'était un livre, un film, une musique, un podcast, ce serait lequel? Alors, en livre, déjà, j'en parlais donc tout à l'heure, le livre de Carol Dweck sur le growth mindset. Donc en français, ça doit être... c'est quelque chose avec état d'esprit dedans, je ne sais plus le titre exact. Mais déjà, ce livre-là, je pense qu'il est super important. Alors après, il y a une autre personne aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est Jay Shetty. Alors, il est anglophone, donc ses podcasts, ils sont en anglais. Mais c'est une figure que j'ai beaucoup aimée. Son podcast, il est super intéressant. Il y a beaucoup d'interviews qui sont hyper enrichissantes. Et franchement, j'ai beaucoup consommé son contenu. Donc, le sien et celui de David Laroche aussi, encore une fois. Voilà, je crois que je le nomme à toutes les sauces. Donc, ouais. Mais on mettra tout ça dans les notes du podcast pour ceux que ça intéresse. S'il y avait une personnalité que tu aimerais entendre à ce micro, au micro du BUP Talk, ce serait qui? C'est une belle question, ça. C'est une belle question à laquelle, là, tout de suite, j'ai pas forcément de réponse, mais je t'explique pourquoi, parce que je me posais la question récemment de qui m'inspire en ce moment, et j'aime bien être inspirée par des nouvelles figures pour avoir un nouvel élan.
Mais en fait, là, comme ça, j'ai envie de te dire, du coup, qui m'inspire en ce moment. Bon, après, je pense que tu pourras peut-être pas l'avoir, malheureusement, mais il s'appelle David Guillaume. Et en fait, c'est un conférencier, kabbaliste, qui explique ses enseignements sur la Kabbale et sur le sens de la vie, qui m'aide beaucoup à me reconnecter aussi à la spiritualité, au sens des épreuves, etc. Et je pense que ça pourrait être très intéressant d'entendre son parcours à lui, ce qui l'a mené à ça, parce qu'il partage beaucoup ses connaissances, donc ok, mais j'avoue que je connais pas grand-chose de sa vie personnelle, et donc là, comme ça, spontanément, j'ai envie de dire lui. Trop bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent te suivre, suivre tes aventures, être accompagnés potentiellement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis surtout présente sur Instagram, donc sur mon compte The Evo Mind. Et du coup, j'ai aussi mon podcast The Evo Mind, Revenir à soi-même, donc qui est disponible sur toutes les plateformes pour les personnes qui auront envie juste d'écouter. Et voilà, sinon les autres, je les invite à me rejoindre sur Instagram. Je te remercie infiniment pour ton authenticité. Merci à toi, vraiment, c'était super. Je te dis à très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez vos rythmes et n'oubliez pas que le chemin vers soi ne demande pas la perfection mais l'incarnation. À très bientôt pour un nouvel épisode du BUP Talk.